Je me présente peut-être, je suis Gérard Toulouse, scientifique à l'École normale supérieure et membre du mouvement Peu Gouache. Donc peut-être je dirais un mot parce que c'est pertinent pour la question de la guerre. Mais il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur, qui est la notion qu'il faut un traitement régional des conflits. Alors, la doctrine Monroe, c'est 1828. C'était l'Amérique aux Américains, hein, et donc toutes les anciennes puissances coloniales, françaises, portugaises, espagnoles, néerlandaises, etc., n'avaient plus le droit d'avoir des colonies en Amérique. Donc c'était un moindre mal, hein, mais c'était un fait que c'est grâce à ça que lors du vote pour la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y avait suffisamment de pays indépendants pour que ça puisse être considéré comme une déclaration universelle. S'il n'y avait pas eu les pays latino-américains indépendants, ça n'aurait eu aucun sens de dire que c'était une déclaration universelle. Alors, je pense que c'est très important. Alors, comment le monde est-il divisé en régions? Bon, l'UNESCO a une division du monde qui est plus ou moins arbitraire. Il y a des pays comme la Russie et la Turquie qui font partie de régions, etc. Mais en gros, on sait comment le monde est divisé en régions. Alors, je prétends que intervenir pour lever le siège de Sarajevo, c'était justifié parce que Sarajevo est en Europe. Alors, le cas du Kosovo était marginal et ça montre bien la difficulté des limites. Mais je prétends que la France ne devrait pas intervenir en Afrique. Je pense que la guerre en Libye a été une gigantesque faute morale. D'ailleurs, d'autres pays européens ont refusé de participer, comme l'Allemagne. Je pense que les interventions au Moyen-Orient ne sont pas de bonnes idées d'intervention militaire. Il y a bien d'autres moyens d'intervenir. Voilà, je ne veux pas en dire plus. Mais je pense que c'est un point absolument essentiel. Et j'ai écrit quelque chose qui est paru sur Mediapart, qui s'appelle « Pour un traitement régional de conflit », et vous trouverez ça sur Internet. Merci beaucoup. Donc, vous plaidez en quelque sorte pour une prise en charge locale, régionale, de la résolution des conflits. Oui. Est-ce que quelqu'un veut réagir à la table? Voilà. Beaucoup plus d'expression d'une opinion qu'une question. Je n'ai pas entendu pour l'interrogation. Ça me dispense d'avoir apporté une réponse. Je suis bien agréable. La seule chose, c'est que on tente. Par répondre, puisque je n'ai pas entendu les questions, mais je vais réagir et vous dire ce que j'ai pensé en vous entendant parler. On a tenté de faire des réponses régionales en Afrique, on propose que des forces africaines interviennent, sauf qu'elles semblent ne pas en avoir les moyens. Vous évoquiez les tentations régulières des Américains de se replier dans l'isolationnisme. Je comprends bien, c'est une pulsion de respiration. Mais ceux qui, aujourd'hui, critiquent l'interventionnisme américain dans d'autres régions, qu'est-ce qu'ils diraient si les Américains n'intervenaient pas? C'est-à-dire que l'alternative se pose entre les risques de l'intervention et les risques de la non-intervention. S'il y avait une solution qui impliquait des risques et une autre qui n'en impliquait pas, l'arbitrage c'est facile. Mais dans la vie, on a plus souvent le choix de l'embarras que l'embarras du choix. Et ma crainte, c'est que de laisser chaque région auto-gérer ses conflits revienne à laisser chaque région auto-gérer ses suicides. Monsieur, vous vouliez poser une question? Merci bien. Je viens ici en tant qu'historien. Je viens de Damas il y a un mois seulement. Et je voudrais bien vous présenter mon témoignage. J'ai vécu la guerre en Syrie. J'ai vécu en Syrie 3 ans de guerre.
génocide. Donc moi, ce n'est pas une guerre, c'est un génocide. Si on prend les chiffres depuis 3 ans jusqu'à maintenant, la Syrie compte 23 millions. Maintenant, il y a 10 millions hors de leur foyer. 10 millions. Parmi ces 10 millions, il y a 2 millions d'enfants à l'extérieur dans des conditions mourantes. Et à l'intérieur, il y a au moins 4 millions entre, on peut dire, 14 et 40 qui sont dispersés à l'extérieur et à l'intérieur. Donc, les victimes qui sont déjà mortes, plus de 200 000 pendant 3 ans. Et depuis une semaine, le commencement de l'évacuation de paix, entre guillemets, on a tué presque 1500 personnes. Ce sont des civils. Donc, c'est ça la question. Aujourd'hui, vous avez parlé bien de la justification, ou de guerre juste, etc. Je suis d'accord avec vous. Mais la question, c'est quand quelqu'un casse ce vitre et il jette de l'essence ici, il brûle, et moi je regarde, quels sont les droits? Mes droits ou mes devoirs, c'est empêcher cette brûlure et punir et tout de suite réagir à cette agression. La Syrie, depuis le premier jour, j'ai vu des enfants de 14 ans qui ont enlevé les habits et marché devant les chars. Ça, je l'ai vu. Et j'ai vu à mes propres yeux comment Damas, autour de Damas, il y a 1,5 million des habitants. Tout est démoli maintenant. C'est un apocalypse qui n'a jamais passé ni à Damas, ni dans aucune ville de ce monde. Ni dans l'histoire de la Syrie qui a des couches culturelles depuis 5000 ans. C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce que vous auriez l'once du début d'une réponse à cette question? Au début, j'ai dit il n'y avait aucune personne qui est sortie en manifestation qui a porté les armes. Aucun. Et je connais ce régime depuis sa naissance, depuis 1963. J'étais jeune, j'étais journaliste, comme le monsieur, j'étais victime. Je suis le moment victime, ce n'est pas le moment que je racontais mon histoire comme victime, mais l'histoire des 10 millions de victimes maintenant, entre morts et dispersés et morts. C'est ça la question. Mais l'Europe et l'Amérique, c'est très loin de la Syrie. Mais c'est très loin. Mais l'histoire de toute notre histoire, ça vient du Proche-Orient. Les religions, les guerres. La Syrie, c'est le pays qui a subi des guerres depuis l'Antiquité jusqu'à maintenant le plus dans ce monde qu'on vit. Et on n'a jamais vu une guerre comme la guerre aujourd'hui. Ce n'est pas une guerre, c'est un génocide. Ce n'est pas une guerre, parce que dans la guerre, il y a deux fronts armés, mais il n'y a pas des armes chez les civils. C'est seulement un régime qui est bien armé, qui est bien aidé par les pouvoirs mondiaux et qui tue n'importe. Voilà la question. Merci beaucoup pour votre témoignage. Donc, Alain, tu souhaiterais répondre non plus, puisque ce n'est pas une question, mais faire le lien entre les deux interventions que je viens d'entendre. La vivacité de vos blessures et l'épaisseur de vos convictions. Je crois que vous venez d'apporter la réponse. Tous ceux qui croient qu'il y a étanchéité entre ce qui se passe en Syrie et ce qui se passe chez nous, ce serait une autre région, un autre monde dont on ne devrait pas s'occuper, ce fourvoie. Car ce qui se joue en Syrie, ce n'est pas le problème du Levant, c'est le problème de l'avenir de l'humanité. Donc laisser, en se conspilatant, les Syriens s'entre-déchirer, revient à l'ancien boomerang qui nous reviendra en vie. Et l'approche régionale me semble laisser croire qu'il y aurait une étanchéité. Plus le temps passe et plus ce qui se passe en Syrie me fait penser à la guerre d'Espagne. Au début, les démocraties s'étaient dit c'est génial, on va assister à l'entre-déchirement des deux totalitarismes. On va compter les points syriens. Alors, vous disait qu'il a fallu affronter le vainqueur. Là, en ce moment, en Syrie,
les Occidentaux disent, oh, bah, c'est pas mal, il y a les islamistes radicaux sunnites, les islamistes radicaux chiites, qu'ils sont en train d'échir. Je crains fort qu'en vivant ainsi dans l'illusion que ça ne nous concernerait pas, nous prépare pour un très sale avenir, peut-être même pas à nos enfants, à nous-mêmes. Simplement pour compléter le propos d'Alain, il y a la morale et il y a la politique. Il y a l'idéal moral et il y a la réelle politique, pour prendre le mot de Kissinger. Donc, même quand on espère, quand on souhaite une intervention d'une puissance occidentale de l'état de droit pour mettre fin au massacre, pour mettre fin au génocide, je pense qu'il ne faut pas être dupe pour autant des intentions qui peuvent être parfois extrêmement perverses des États dits de droit. Des États dits de droit. Le cas de l'Irak a été mentionné tout à l'heure. Les Américains ont inventé, tout le monde a applaudi à l'intervention américaine dans un premier temps, mais quand on a découvert que les Américains avaient tout simplement inventé l'existence virtuelle supposée, hypothétique, d'armes de destruction massive pour justifier leur intervention, on a vite compris qu'en fait, leur intervention était dictée par des intérêts économiques, et notamment des intérêts pétroliers. Donc il ne faut pas être dupe, et pas qu'on dit, en tout cas pas dupe des intentions des pays dits de droit. Ils évaluent d'abord, évidemment quand ils interviennent, ils le font au nom d'intentions morales, humanitaires, généreuses, mais ils ont auparavant évalué les risques ou les atouts ou les avantages d'une intervention. J'ai évoqué tout à l'heure le cas de Ouganda. Si les Américains ne sont pas intervenus, c'est tout simplement parce qu'ils comptaient sur une victoire militaire rapide des Tutsis qu'ils soutenaient venant d'Ouganda pour abattre le régime rwandais en place, et qu'ils savaient parfaitement que tout massacre les Tutsis, mais des dégâts collatéraux. Autrement dit, ils sacrifiaient. Les Américains qui soutenaient les Tutsis sacrifiaient 1 million de Tutsis. Si la France n'est pas intervenue, c'est parce que le pouvoir, à l'époque, comptait sur le pouvoir français, parisien, comptait sur le pouvoir rwandais pour arrêter l'avancée tutsi soutenue par les anglo-saxons. Et que là se jouait un enjeu géostratégique et géopolitique entre d'une part la sphère francophone, française, et la sphère d'influence française, et la sphère d'influence anglo-saxonne. Donc si les puissances occidentales qui ont été tentées, la France avait tenté de le faire, n'interviennent pas en Syrie, elles n'interviennent pas aussi pour ces raisons-là. Et là, on est très très loin de l'idéal moral et humanitaire. Monsieur, ici. Touche pas le micro. Bonjour, je vous remercie de me donner la parole. C'est comme ça. On a parlé de non-violence. Je crois quand même que, ou plutôt je constate, une hypocrisie dans les deux sens. Excusez-moi, j'utilise un terme un peu choquant, mais je n'ai pas trouvé de mots. Donc, veuillez bien vouloir excuser l'autre vocabulaire que j'ai trouvé. Je vais parler de l'hypocrisie dans les deux sens, dans les deux cas, c'est-à-dire la non-violence et la violence. La non-violence, c'est vrai que c'est un idéal qui ne sera jamais atteint. Autrement dit, c'est impossible. La violence, parfois l'objectif visé n'est jamais, comme a dit M. Pollamar, n'est jamais avoué. On dit que les choses, on ne dit que les choses qui font consensus. Et ça m'amène à une réflexion. On est dans une église, quand Jésus parlait, donc qu'on entendrait des guerres. Et finalement, ces guerres qu'on entend, c'est tout simplement, comme on l'a dit tout à l'heure, les conséquences de ce qui était avant. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce qu'on est dans une guerre généralisée, peut-être, région par région, mais les guerres vont se succéder dans tous les cas, quoi qu'il arrive. Je m'approche
du micro-dragon. Je voulais réagir à la question de la non-violence comme une sorte d'idéal. J'avoue que je ne vois pas trop pourquoi vous utilisez le mot d'hypocrisie, parce que je pense qu'il y a une grande sincérité de la part de ceux qui suivent cette veine de la non-violence. Et hypocrisie, ça suppose quelque chose de caché ou un écart entre ce qu'on prétend et ce qui se passe réellement. Je pense justement, c'est pour ça que je parlais de la 16, que ceux qui suivent ce chemin de la non-violence, au contraire, mettent beaucoup en œuvre pour être cohérents autour de ce qu'ils font. Mais j'ai noté à la volée quelques mots que vous avez employés. Vous disiez, un peu dans le prolongement de ce qu'on partageait, la non-violence, c'est un idéal qui ne sera jamais atteint, donc c'est impossible. Et à ce moment-là, vous avez terminé votre phrase. Moi, je crois que c'est à ce moment-là que tout commence. C'est-à-dire, la non-violence, c'est un idéal qui ne sera jamais atteint, donc c'est impossible. C'est entendu. Mais c'est à ce moment-là que Jésus vient en disant, ben voilà, c'est impossible humainement, mais c'est ce que je vous demande. Et enfin, c'est pas un hasard si dans les évangiles, c'est le ressuscité qui dit, je vous donne ma paix. C'est-à-dire quelqu'un qui vient de venir avec une vie qui était impossible pour les hommes. Et c'est celui-là qui parle de la paix et du pardon. Autrement dit, cette non-violence, une fois qu'on a dit que c'est impossible, c'est quand même le moment où tout commence, parce que cette non-violence, on l'aime, et même si c'est impossible, c'est notre mission de vivre avec elle et de tout faire pour elle. Donc je ne pense pas que ce soit une hypocrisie, je pense que c'est beaucoup plus que des mots de partager ça. Par ailleurs, j'avais envie de revenir sur la question des régions avec un exemple que je voulais partager. C'est vrai qu'un région... On dit souvent, enfin je voudrais paraphraser une citation bien connue en disant que la guerre est le prolongement, alors je dirais, je transforme la citation, la guerre serait le prolongement de la guerre économique par d'autres moyens. Parce que je crois que, on sera sans doute tous d'accord là-dessus, il y a une sorte de guerre économique qui est en cours et qui est une guerre mondialisée dans laquelle on vit, et ce conflit économique que j'appelle une guerre parce qu'il y a parfois des effets mortels, en tout cas, alors c'est peut-être pas la même chose pour qu'un enfant de 8 ans meure en sautant sur une mine dans le cadre d'une guerre conventionnelle, ou qu'un enfant, dans le contexte de ce que j'appelle la guerre économique, se retrouve à vivre sans éducation en travaillant dans des conditions qui font que son espérance de vie n'a rien à voir avec celle de nos enfants. Mais quand même, c'est sa vie qui est atteinte. C'est pour ça que je crois que ces tensions économiques qui sont mondialisées, ça représente une sorte de guerre qui parfois, cette guerre économique, déborde vers des conflits conventionnels. Et comme la guerre économique est mondialisée, je pense que les guerres, au sens ordinaire du terme, ont elles aussi un aspect mondial. Cependant, j'entends quand même une certaine, je crois, une certaine pertinence dans l'idée d'un traitement régional des conflits, parce que c'est vrai, je mettrais ça du côté de l'autorité et du rôle particulier que peuvent jouer les gens d'une région pour discerner ce qui est, à un moment donné, localement faisable. Dans ce sens-là, ça se rapprocherait plutôt de l'intervention d'Alain Simon, finalement, puisque, quand vous disiez, ce qui est justifiable à un moment, ça dépend de ce qui a été vécu dans la génération ou les deux générations qui précèdent. Je pense que les gens, localement, ont une connaissance de justement ce qui a été vécu dans les deux générations qui précèdent et du coup ce qui est faisable comme sortie de conflit. Et là, c'est l'exemple que je voulais donner. Excusez-moi, je parle un peu longuement. Dans le cadre, il y a un programme écuménique d'accompagnement pour l'Israël et la Palestine, qui est mis en œuvre par le Conseil écuménique des Églises. C'est des chrétiens de toutes les régions du monde qui viennent pour essayer d'avoir un rôle d'observateur neutre dans les questions de tensions israélo-palestiniennes. Ces observateurs écuméniques venant d'autres régions du monde, j'ai eu l'occasion de parler avec certains d'entre eux récemment, ils viennent souvent en apportant une très grande naïveté. C'est-à-dire quand ils viennent tout droit de Norvège, en ayant projeté des idées sur ce qu'il faut pour Israël et la Palestine, quand ils viennent tout droit des États-Unis,
C'est vrai que dans ce que j'ai entendu, parfois il n'y avait peut-être pas toute l'épaisseur qu'on a lorsqu'on entend quelqu'un qui réside